Je me suis intéressé un petit peu à la consommation énergétique des blockchains, avec tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, avec Elon Musk et ses tweets, attention, la blockchain ça consomme, ou le bitcoin ça consomme, je sais plus ce qu'il avait dit. Bitcoin, il y a une grosse partie de l'énergie utilisée qui est de l'énergie verte. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup en fait de mineurs en Chine, puisqu'ils étaient au niveau des barrages et ils utilisaient le surplus d'énergie de ces barrages-là dans la région, je pense que c'est la région du Sichuan, dans cet endroit-là. Du coup, c'est plus. C'est plus. mais il y a beaucoup de projets qui sont faits. Rouler sur leur machine et les virer, ça se vendait en plus comme des petits pains. Et Elon Musk, il nous fait tous un peu rire, puisque tu diriges pas Tesla, SpaceX et du jour au lendemain tu te rends compte que Bitcoin t'as une consommation électrique, énergétique C'était sûrement une excuse pour avoir un Bitcoin moins cher et pouvoir le racheter. Voilà. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui le Bitcoin c'est un moyen de paiement, donc avec le réseau Lightning, c'est quelque chose qui est sur le Bitcoin, on peut aussi en parler un petit peu, qui permet de faire des transactions plus facilement et moins chères, mais c'est aussi une réserve de valeur qu'on peut apparenter à l'or. Et si on regarde aujourd'hui la consommation énergétique de la gestion de l'or, la distribution de l'or, etc., c'est énorme, que ce soit le minage, l'acheminement, le stockage. Typiquement, il y a un pays, je ne sais plus si c'est l'Allemagne, je crois, qui a voulu faire rapatrier quelque chose comme 400 tonnes d'or qui étaient dans des banques aux États-Unis. Ouais. L'opération, elle a pris quelque chose comme 6 ans, des centaines d'allers-retours en camion, etc., des milliers de personnes qui travaillaient là-dessus. En fait, si on regarde toute la consommation énergétique de ça, la même chose sur Bitcoin, c'était une transaction qui prend 10 minutes et qui coûte peut-être au prorata, je sais pas, 10 € en électricité. Donc c'est deux offres qui sont un peu différentes. Je pense qu'en termes de, comparer énergétiquement, ça n'a pas toujours beaucoup de sens, mais il faut voir que sur les ordres de grandeur, ça répond à des problématiques qui sont aujourd'hui résolues en dépensant énormément d'électricité. Ok, donc pour vous, même le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas ça te consomme, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un gouffre pour la planète. Alors, moi je trouve que toutes les news qu'il y a eu, au final c'était bénéfique, puisque ça va tourner les mineurs à avoir une énergie plus verte, et de toute façon quoi qu'il arrive, autant avoir une énergie la plus verte possible, que ça soit pour du Bitcoin ou pour n'importe quoi. Donc c'est une bonne chose, tout un peu le drama qu'il y a eu pendant les derniers mois sur le minage et la consommation électrique. Et après, c'est un moyen de paiement mondial qui peut être utilisé dans tous les pays, donc tous les pays du monde, de manière décentralisée, de manière transparente, ce qu'aucune banque n'est capable de faire actuellement. Et il n'a pas vraiment de concurrent, entre guillemets, sur l'offre qu'il a. Et il faut le comparer à ce qui est comparable, ce qui est comparable du coup. Et la consommation qu'il a, je trouve pas ça démesuré par rapport à l'offre qu'il propose. J'ai cru comprendre que la proof of stake consommerait moins, parce que du coup il n'y a pas de minage, donc ils ne sont pas en concurrence, les mineurs. Est-ce que pour vous c'est vrai? Est-ce que ça consomme vraiment moins? Est-ce que ça consomme toujours un peu trop, peut-être? Le proof of stake, en théorie, ça peut consommer 0. Ça peut même être carbone négatif. Carrément. En fait, le truc, c'est que dans le proof of work dont on a parlé tout à l'heure, il faut dépenser de l'énergie pour valider. Ouais. Là, le proof of stake, pour valider, il faut juste avoir 32 Ethers et cliquer sur oui, en gros. C'est juste ça, en fait, le but de la proof of stake. Je suis quand même obligé de manuellement le faire, je peux pas... En fait, j'ai mes 32 États, ils peuvent pas tout seuls valider, tu vois. C'était une analogie, mais les validateurs, ils prennent toutes les transactions, et ils n'ont aucune dépense énergétique à faire, ils peuvent juste signer et valider. Okay. Ensuite, il y a aussi beaucoup de validateurs qui, sur d'autres blockchains, veulent déléguer leur droit de validation à d'autres personnes. Ça, au lieu de s'appeler la proof of stake, ça s'appelle la delegated proof of stake, et ça permet de pooler encore plus, de faire ça encore plus facilement. Mais oui, potentiellement, la proof of stake en tant que technologie, ça consomme rien. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous qui, niveau consommation, il n'y a pas de souci, quoi. On va pas... Demain, il n'y a pas les États qui vont interdire la blockchain en disant que ça consomme trop. Ou qui vont le problème, c'est que par contre, tu peux avoir un problème de centralisation où il faut que la blockchain elle doit répondre à trois choses. C'est qu'elle doit être scalable, elle doit être décentralisée et elle doit être sécurisée. Et en fait, toujours quand on essaie d'optimiser pour deux, on doit faire un effort sur le troisième. C'est un peu un triangle, c'est comme ça dans tout. Du coup, tu m'avais parlé un petit peu, on avait parlé du projet Elrond, ou des projets similaires qui ont pour mission, qui sont donnés pour mission de développer des blockchains plus vertes.
Et ils expliquent que vraiment, ils sont capables, avec déjà de la proof of stake, comme on disait tout à l'heure, qui consomme beaucoup moins, avec des systèmes de sharding, que vous pouvez nous expliquer, proposer la même chose, mais pour des millions de fois moins de courant consommé. Ouais, Elrond fait partie un peu des nouveaux projets en vogue qui ont pour mission de proposer des frais extrêmement réduits, des temps de transaction extrêmement faibles et un nombre de transactions à la seconde hyper important, donc comme tu nous disais, qui est hyper bluffant. J'ai 15 000 transactions par seconde. Ouais, le Bitcoin, il en fait 7. Ouais, c'est 7 par seconde Bitcoin. C'est sûr que c'est bluffant, ça donne envie d'aller là. Faut savoir que le projet il est de 2019, donc c'est encore relativement récent. Faut laisser grandir. Est-ce que 15 000 transactions par seconde pendant 10 ans, ça va tenir le choc? J'espère. C'est un projet que j'ai suivi moi depuis le début, que j'aime particulièrement. Et voilà, c'est quelque chose qui utilise des smart contracts, donc potentiellement on peut retrouver un système de token, un système de NFT, et il utilise beaucoup de choses similaires à Ethereum, et c'est via son consensus qui va permettre d'avoir ces temps de transaction, et notamment avec le sharding. Par contre, le sharding, je suis pas hyper à l'aise sur le, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais un petit peu. Bah, c'est juste au lieu d'avoir une entité principale, une chaîne principale, c'est le fait de la distribuer et d'en avoir plusieurs qui savent un petit peu communiquer et synchroniser. Donc ça existe, c'est pas que dans la blockchain, hein, on peut faire du sharding avec des bases de données qui permet d'avoir peut-être 10% d'une base de données dans un endroit, 10% ailleurs. Et en fait, tout le monde a un petit peu des données des autres et en fait ça se réconcilie. C'est un genre de peer-to-peer en fait. Ouais, c'est ça. Le sharding, c'est un peu de pouvoir éclater sur ces shards, ces fragments. Et tous ces fragments représentent le réseau ou la base de données. Donc c'est assez facile de faire ça en blockchain, parce qu'en théorie, la blockchain, c'est juste une base de données décentralisée. Et aujourd'hui, c'est ce que veut faire du coup Ethereum avec sa nouvelle upgrade. Plusieurs blockchains ont déjà fait ça. Une qui est assez connue, ça s'appelle Zilliqa. C'est les premiers un peu à avoir fait ça. Qui est d'avoir, je crois que c'est 32 fragments, donc 32 versions locales de Ethereum qui communiquent avec une chaîne principale qui réconcilie tout. Et en fait, forcément, ça augmente la puissance du réseau parce qu'on l'a démultiplié un peu par le nombre de fragments, quoi. La grosse difficulté de ça, c'est génial ce système de sharding, et du coup ça permet d'avoir ce nombre de transactions aussi important. Et la grosse difficulté, c'est d'imaginer en fait plusieurs shards et en fait de proposer que chaque utilisateur voit exactement le même contenu au même moment. Si on imagine plusieurs informations qui vont dans plusieurs shards différents, et moi qui regarde la blockchain, est-ce que faut que j'arrive à avoir toute cette information en même temps? Et c'est ça qui a été une prouesse technologique incroyable. Okay. Et c'est aussi pour ça que ça fait 3 ans que ça doit sortir dans 6 mois. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de travail et que technologiquement c'est très compliqué à achever pour migrer un réseau complet comme Ethereum avec des centaines de milliers d'utilisateurs. Je sais même pas quelle taille ça fait Ethereum aujourd'hui, c'est assez énorme. De pouvoir migrer tout ce réseau-là sur un nouveau consensus, en plus ajouter du sharding. C'est vraiment. S'il y a ne serait-ce qu'un souci dans la blockchain, que, je sais pas, il y a un truc, elle s'arrête, ou elle se bloque, machin, il y a des valeurs immenses, des milliards, des milliards. Il faut faire les choses bien et bon. C'est pour ça que ça prend souvent énormément de temps, puisque par essence, une blockchain est immuable. C'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est dedans, on ne peut pas revenir en arrière. Donc s'il y a un problème, les fonds sont perdus.